Définir en 10 minutes des concepts anthropologiques un peu compliqués, pour y voir un peu plus clair, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Alors sans perdre de temps, c'est parti! La société, qu'est-ce que c'est? Tu me poses la question à moi? Bah, c'était plutôt rhétorique, mais vas-y, je t'en prie. Bon, moi je dirais que c'est simplement un groupe d'humains qui vit ensemble, a priori, ouais. Ouais, bonne réponse. Bon bah du coup, t'as plus besoin de moi, salut. Ouais, je sais que si t'as posé la question, c'est parce que t'as une définition qui est hyper compliquée, comme ils aiment bien faire les anthropologues, avec plein de trucs qu'on va pas comprendre, enfin bref. Oui, mais vas-y, continue. Quoi, c'est ça que tu veux? Ok. David Alberg, un anthropologue américain, a proposé en 1950 de définir la société comme un groupe d'humains... Ouais, bon, ben ça, ok, c'est ce que je viens de dire, il a pas dit quelque chose de plus, je sais pas, non? Attends. Pourvu de la capacité à auto-reproduire son existence collective en fonction d'un système de règles pour l'action dont la durée de vie excède celle de chacun des individus qui s'y soumet. Ouais, voilà, c'est ce que je disais, maintenant il a rajouté plein de mots, on comprend déjà plus rien. Ouais, carrément. Bon, Maurice Godelier, lui, il dit que l'homme est le seul animal social qui crée de la société pour vivre. Ouais, donc en gros un groupe de potes qui se retrouvent pour jouer aux cartes, par exemple, tous les dimanches, on va dire, c'est pas une société, même si c'est un groupe d'humains, quoi. Non. Ok, donc, je vais essayer. Si ces mêmes gars, ils créent une confrérie secrète de joueurs de cartes, qui recrutent des gens, et puis qu'après leur mort, à eux, il y a des gens qui continuent à se réunir pour jouer aux cartes, d'après les traditions qu'ils ont instaurées, ça devient une société. Oui, une micro-société. Eh mais c'est cool, ça me donne une idée, alors je peux créer une société comme ça, quoi. Tu peux, ouais. Vas-y, essaye. Comme l'explique Marcel Mauss, l'échange est l'essence même de la vie sociale. De même, les liens de parenté jouent un rôle important dans l'organisation des sociétés, car les relations qui lient les individus mettent aussi en rapport les différents groupes sociaux qui interagissent entre eux. C'est pourquoi les anthropologues ont beaucoup étudié les liens de filiation et d'alliance pour mieux comprendre l'organisation des sociétés humaines. Chaque personne naît dans une société qui existait avant lui, et l'apprentissage de la langue des aînés sera un premier pas pour acquérir au fil du temps les traits culturels qui lui seront transmis. Chacun transmettra et recevra différemment ces éléments pourtant relatifs à un même groupe social, parce que ça dépend de lui, des autres, du contexte sociétal, de l'époque et de tout un tas de facteurs qui font que la société, elle change sans cesse. Et heureusement, parce qu'on dit qu'une société qui n'évolue plus, elle est vouée à disparaître. Ok, j'ai compris. La culture. On en parle beaucoup, on utilise ce concept à toutes les sauces, mais qu'en disent les anthropologues? Vous allez le voir, ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Ouais, commence pas non plus à tout compliquer comme d'habitude. La culture, tout le monde sait ce que c'est, hein. C'est la musique, le théâtre, le cinéma, les jeux vidéo, enfin tous ces trucs qui cultivent l'esprit, etc., quoi. Ouais, dans le sens commun, mais ça va plus loin que ça. Il y a une vieille définition de culture qui est donnée par l'anthropologie, qui est celle de Taylor, qui écrit en 1871 que la culture est l'ensemble complexe incluant les savoirs, les croyances, l'art, les mœurs, le droit, les coutumes, ainsi que toute disposition ou usage acquis par l'homme vivant en société. Bon, jusque-là, on n'est pas très loin de ta définition, c'est vrai. Ouais, merci de l'admettre. Hein. Rien dans nos gènes ou dans notre physiologie ne nous prédispose à telle culture plutôt qu'à une autre. C'est une question de contexte. La culture est une caractéristique universelle de notre humanité qui repose sur notre capacité de transmission. Toute entité collective de notre espèce ne peut vivre ensemble sans culture. Elle est pour nous une forme d'adaptation au milieu naturel qui réinvente sans cesse de nouvelles manières d'être au monde et de lui donner du sens. Sa reproduction n'est jamais véritablement assurée à l'identique. Elle est soumise au changement dans le temps et l'espace. Donc pour les anthropologues, les groupes culturels ne sont pas quelque chose de strictement identifiable, mais plutôt une construction d'analyse qu'on utilise pour différencier et comprendre les entités sociales. En fonction du point de référence, des groupes culturels seront opposés ou au contraire fusionnés. Là, je suis désolé, il me faudrait un exemple, j'ai compris 2-3 trucs, mais honnêtement, tu m'as presque largué à la deuxième phrase. C'est ce que je voulais. Bon, merci, c'est sympa. Si je compare la culture africaine à la culture asiatique, le Japon et la Chine feront partie du même groupe culturel. Mais si je réduis les échelles de mes observations et me concentre sur ces deux pays, elles m'apparaîtront comme bien distinctes. Ok. La culture est un mode humain du vivre ensemble, aux formes infiniment variées, qui permet au « nous » d'exister en tant qu'entité collective soudée. Parce qu'il y a « nous », il y a les autres. Et c'est pourquoi on pense la culture en termes de différence. À notre époque mondialisée, plus que jamais, nous sommes chacun détenteurs d'une multitude de cultures interconnectées. Il est donc peut-être temps de casser les murs qui tendent à nous séparer les uns des autres et arrêter de concevoir les cultures comme des choses figées et inflexibles contre lesquelles on se heurte faute de compréhension pour une réelle unité de l'homme dans la diversité de ses cultures. Quelle belle phrase, on dirait un discours présidentiel. Mais je suis d'accord. Votez Anne-Laure.
La tradition, relique d'un lointain passé qui nous relie aux ancêtres et à nos origines, eh ben non. Ou en tout cas, pas vraiment. On aime à faire remonter les origines des traditions à des temps immémoriaux, ou du moins le plus loin possible dans le temps. Plus c'est vieux, plus ça a de la gueule. Bah ouais, c'est vintage, c'est la classe, non? Enfin, mais je pense qu'il y a un mais, vu qu'on en parle. Mais la tradition est finalement bien plus présente que passée. C'est en réalité une construction du présent qui s'appuie sur un passé réinventé, fantasmé et idéologiquement remodelé. Ouais, bon, là tu me parles d'un truc genre à la 1984, tu vois, avec Big Brother, tout est réécrit, l'histoire, etc. Enfin, t'abuses un peu, non? Non. On peut se dire les descendants d'une tradition, quelle qu'elle soit, nos pratiques ne sont jamais tout à fait les mêmes qu'elles le furent autrefois. Certains éléments traversent le temps, mais les facteurs de changement sont nombreux à les transformer. On abandonne certains traits de la tradition qui ne correspondent plus à un état d'esprit actuel, d'autres sont améliorés par des techniques plus abouties, certaines sont changées par le contexte social ou encore par les idées que l'on veut véhiculer par la tradition. Les traditions sont fabriquées en s'adaptant au temps et aux exigences culturelles en perpétuelle évolution. Si c'est son ancrage dans le passé qui lui donne sa force apparente, elle répond à des problématiques contemporaines de son temps et à un contexte social particulier. Ouais, c'est sûrement pour ça qu'on essaye de remonter aux origines des traditions, alors pour savoir comment elles ont été modifiées avec le temps. Bon, c'est intéressant, mais donc tu veux dire qu'une tradition, c'est pas une fin en soi, de toute façon? Exactement. Ballandier, le chef de file de l'anthropologie dynamique, a écrit en 1986 quel est l'ensemble des valeurs, des symboles, des idées et des contraintes qui déterminent l'adhésion à un ordre social et culturel justifié par référence au passé et qui assure la défense de cet ordre contre l'œuvre des forces de contestation radicale et de changement. Ouais, alors attends, il faut que tu me redises ça une deuxième fois pour que je l'ai bien en tête, et il faudra peut-être que tu me l'expliques un petit peu. Je sens que c'est juste et tout, mais ouais, une deuxième fois c'est pas mal. Bah oui, c'est juste. Ok. Bon, j'avais oublié que tu comprenais pas grand-chose, je la redis. Merci. Plus lentement, exprès pour toi. C'est l'ensemble des valeurs, des symboles, des idées et des contraintes qui déterminent l'adhésion à un ordre social et culturel, justifié par référence au passé, et qui assure la défense de cet ordre contre l'œuvre des forces de contestation radicale et de changement. Est-ce que là, ça commence à aller mieux? Ça va un petit peu mieux, ouais, mais t'as pas une version un peu plus simplifiée, franchement? Bon, en gros, dans chaque société, il y a deux forces opposées qui en maintiennent l'équilibre. T'as la conservation et le changement. Chaque société a besoin de se maintenir pour exister, tout en devant se soumettre au changement de son évolution dans le temps et l'espace pour survivre. Ok. Donc la tradition est l'instrument de stabilisation des sociétés humaines, qui permet de remodeler de vieilles briques dans le présent pour assurer son avenir. Si on choisit de mettre l'accent sur certaines facettes de notre passé à un instant donné, et que certaines traditions reviennent à l'ordre du jour, c'est pour qu'elles répondent à des besoins politiques, économiques ou culturels particuliers. Ce n'est jamais un hasard si des mouvements traditionnalistes voient le jour, ni si les politiciens perpétuent certaines mémoires plutôt que d'autres. Notre monde contemporain globalisé est le théâtre d'une multitude de traditions réinventées aux quatre coins du monde. Devant l'acculturation grandissante à des systèmes hégémoniques, de nombreux groupes sociaux tentent de maintenir la cohésion de leur groupe en donnant vie à des pratiques inspirées de leur passé pour faire valoir leurs droits et légitimer leur existence. Ok, alors je comprends que c'est en partie une manipulation et une réécriture du passé. Je crois qu'on avait parlé un petit peu, ça rejoint un petit peu les rituels en politique dont on avait parlé avec Marc Abélès, mais tout ça, ça vient quand même du passé, tu vois. C'est pas une invention, tu vois, je veux dire. Voilà. Oui, mais du coup, il faut parler de réinterprétation du passé et pas de reproduction. La tradition, elle est pas continue dans le temps, elle se construit au présent. C'est très important à comprendre parce que on parlait autrefois de sociétés traditionnelles comme de groupes sociaux figés dans le temps qui se contentaient de reproduire de vieux modèles d'anciennes pratiques et qui refusaient tout changement. À l'inverse, on voyait les sociétés dites modernes comme éminemment changeantes et peu traditionnelles, alors qu'en fait le changement peut lui-même être vu comme une tradition de l'Occident, et on sait aujourd'hui que les traditions y sont tout aussi présentes et que le changement anime les sociétés traditionnelles. Ouais, c'est super intéressant, ouais, ça... Ouais, pas mal. Ok, j'ai compris. Cool. L'identité. De même que nous avons vu que l'homme invente ses sociétés, ses cultures et ses traditions, il fabrique son identité. Ouais, en gros, t'es en train de me dire qu'on fabrique tout ça sans vraiment s'en rendre compte. Je veux dire, moi, je suis pas conscient de fabriquer quoi que ce soit. Enfin, j'ai l'impression que je fabrique rien, et puis je suis sûrement pas le seul. Si je demande dans la rue, tout le monde me dira ça aussi, non? Oui, t'inquiète pas, t'es normal. Mais... pour certains, c'est conscient, pour certains, non, pour la plupart, non. Mais tous ensemble, nous mettons au monde l'univers social dont nous avons besoin pour vivre. Toutes les identités n'existent qu'en reflet d'une altérité.
Pour Godelier, l'identité, c'est la cristallisation à l'intérieur d'un individu des rapports sociaux et culturels au sein desquels il est engagé et qu'il est amené à reproduire ou à rejeter. Ok, donc s'il n'y a pas d'identification, il n'y a pas de différence du coup. Ça me fait penser à certaines dystopies où pour éviter les guerres, on supprime les différences entre les gens par exemple, voire même leurs émotions et tout ce qui en fait des êtres à part entière. Les fans d'Equilibrium savent par exemple de quoi je veux parler, ouais. Ouais, okay. Exactement, ouais, c'est ça. L'identité sociale de chacun est en même temps une et multiple de par les relations qu'on entretient les uns avec les autres. Dans chaque société, différents modèles d'identification culturelle coexistent sous couvert de traditions diverses. Donc parce qu'on s'identifie à une culture, à des traditions, à une société, on se différencie de ceux qui en sont étrangers. Et après, en son nom, on fait des guerres, on revendique des territoires et des droits, on appuie des intérêts politiques, économiques, etc. On construit donc son identité, ou plutôt ses identités, dans notre rapport aux autres. Elles sont mouvantes et idéologiques. Nos identités, c'est quelque chose de fictif. Elles sont pour nous un moyen de nous approprier le contexte social dans lequel nous vivons, et les pratiques rituelles diverses sont tant de moyens pour marquer notre appartenance à tel ou tel groupe. Ouais, comment on fait des choses ensemble et en suivant des règles communes, ça nous lie entre nous, ouais ok, ça me paraît tout à fait logique. Voilà, et comme l'identité est vécue intérieurement par les individus, elle touche à leur sensibilité profonde et à leurs émotions. Ainsi, on peut aisément être manipulé par des enjeux sociétaux, d'ordre politique ou autre. Ça, c'est pas très cool par contre. Mais ça laisse entendre pourquoi il est important de prendre du recul sur ces choses-là et de s'intéresser aux origines des idées pour savoir comment et pourquoi elles ont été manipulées et peut-être par qui aussi. C'est limite théorie du complot en fait, mais je vois les dangers potentiels de la manipulation par ici. Ouais, c'est ok, je comprends. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut entendre que ces choses ne se font pas toutes seules. C'est la volonté de chacun de construire ou reproduire certains rapports sociaux, certaines pratiques qui font de nos sociétés ce qu'elles sont, et le phénomène d'identification joue un rôle important dans ce processus. Sans lui, l'ordre en place, il perd de sa légitimité en fait. Donc les identités, elles continuent à se disputer aux quatre coins du monde, et la tension, elle monte parfois jusqu'à de cruels éclatements. Plus le degré d'attachement à une identité est fort, plus il est difficile de concevoir la différence et de voir clair dans les enjeux sous-jacents et dans les conflits d'intérêts qui opposent certains groupes sociaux à différentes échelles du monde humain. Nous sommes tous des êtres humains. Ceci est un fait biologique. Nos identités sociales et culturelles, quant à elles, c'est des vues de l'esprit, quoi. Et si elles nous permettent de vivre ensemble, elles devraient pas pour autant servir à nous détruire les uns les autres. Ouais, ça ressemble aussi à un discours politique, mais je vois ce que tu veux dire. Enfin, c'est un petit peu comme l'anthropologie finalement. On peut l'étudier ou pour comprendre l'autre et du coup savoir comment mieux vivre avec, ou alors essayer de le comprendre pour savoir comment mieux le manipuler, comme pendant l'ère coloniale par exemple, et enfin je dirais même maintenant dans certaines catégories spécifiques. Ouais, ok, je comprends. Ouais, ton parallèle est tout à fait juste. Ok, donc faut faire gaffe quoi. Ethnocentrisme, ça vous dit quelque chose ? L'ethnocentrisme, c'est l'attitude qui consiste à rejeter les normes et les valeurs d'une société ou d'un groupe culturel parce qu'elles sont différentes des siennes. Ouais, du racisme con et basique, quoi. Ouais, le racisme est une sorte d'ethnocentrisme, c'est vrai. C'est issu d'une vieille théorie pseudo-scientifique, réfutée depuis des lustres, mais ça, il y a encore des gens qui l'ont pas bien intégrée, qui venait justifier une catégorisation évolutionniste des sociétés humaines. L'ethnocentrisme ne date pas d'hier. Déjà pendant l'Antiquité, les Grecs parlaient des étrangers en termes de barbares. Ah ouais, des barbares. Santé. On parle pas de bière là, Jonathan, on boira des barbares plus tard. Ouais, bon ok, alors finis ton truc, j'ai soif. Les colons chrétiens, eux, refusaient le statut d'être humain au peuple du Nouveau Monde. Bref, les exemples d'ethnocentrisme sont nombreux dans l'histoire des contacts entre cultures. L'ethnocentrisme découle de la difficulté à admettre la relativité des valeurs culturelles. Si l'Occident a montré son ethnocentrisme à de nombreuses reprises, ce n'est pas son apanage. Dans beaucoup de sociétés tribales, le groupe est désigné par un nom signifiant « homme », les bons, les complets, et affuble les autres sociétés de noms péjoratifs sujets à la dérision. On en revient à l'identité, qui est nécessaire pour souder le groupe autour de sa culture et au sein de sa société, mais qui en même temps induit un besoin de distinction fort avec les autres, au risque de provoquer rejet et stigmatisation. Ok, donc on est fait pour se détester et c'est genre dans les gènes de toutes les sociétés, vu que bon, nous, les blancs, on fait ça depuis longtemps, à la civilisation et tout, puis maintenant tu me dis que les autres ailleurs, ils font la même chose, quoi. Mais non, on n'est pas fait pour se détester, ou alors autant que de s'aimer, tout est question d'équilibre. D'ailleurs, l'ethnocentrisme n'induit pas toujours une dévalorisation de la différence. Le mythe du bon sauvage, dont tu as déjà parlé dans un épisode d'Anthropodcast avec Franck Michel, en est l'exemple.
L'idéalisation qui fut faite de certaines sociétés par les penseurs occidentaux n'en est pas moins une marque d'ethnocentrisme puisqu'elle repose sur une projection de leurs propres idéaux sur ces cultures différentes. Les projections ethnocentriques sont donc plus le reflet de la société dont est originaire l'émetteur du jugement que de la société qu'il croit dépeindre, et elles nous en apprennent davantage sur la vision que les individus peuvent avoir de leur propre culture que sur celle des autres. Ouais, en même temps, c'est pas facile non plus d'échapper à l'ethnocentrisme. Je veux dire, j'ai beau faire beaucoup d'efforts, moi je suis un homme, je suis blanc, je suis suisse, et déjà rien que ça, c'est hyper complexe à oublier ou à mettre en arrière-plan. Je veux dire, je peux pas l'arracher de moi puis le jeter au loin, quoi. Oui, c'est vrai, et la preuve c'est qu'on a encore beaucoup de mal à s'en détacher dans notre rapport à la différence. Pour le plaisir, on peut citer Lévi-Strauss qui écrivait dans Race et Histoire, que je vous conseille une fois encore. Il semble que la diversité des cultures soit rarement apparue aux hommes pour ce qu'elle est. Un phénomène naturel résultant des rapports directs ou indirects entre les sociétés. Ils y ont plutôt vu une sorte de monstruosité ou de scandale. Dans ces matières, le progrès de la connaissance n'a pas tellement consisté à dissiper cette illusion au profit d'une vue plus exacte qu'à accepter ou à trouver le moyen de s'y résigner. Tu peux pas en t'empêcher de citer ce bouquin à vous. Mais c'est pas de ma faute s'il est pas dans les programmes scolaires et que tout le monde devrait l'avoir lu, quoi. Ouais, c'est pas faux, mais bon, est-ce que moi je cite du Asimov à chaque occasion? Enfin, je veux dire, tout le monde devrait l'avoir lu aussi. Non, pas trop, j'avoue. Bon, allez, je continue, je te taquine, mais c'est vrai que cette phrase est magnifique. Pour éviter tout ethnocentrisme, il faut engager un travail qui doit être fait sur sa manière de voir le monde et les hommes qui le composent, de manière individuelle et collective. L'éducation en ce sens peut jouer un rôle important. L'ethnologue n'échappe pas à ce retour sur ses catégories de pensée et d'analyse, tout comme il doit minutieusement faire attention à la terminologie qu'il utilise. Ouais, un anthropologue qui parle de sauvage, de barbare, sauf s'il parle de bière, bien entendu, de reliquats de l'âge de pierre ou ce genre de trucs au XXIe siècle, ça la fout quand même mal. Et il faut dire que, bon, peut-être pas des anthropologues, mais dans les journaux, etc., enfin, on en a déjà parlé entre nous, c'est encore des terminologies qui sont utilisées, hein. Ouais, non, ça c'est pas génial du tout, et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant pour ne pas tomber dans ce genre de piège facile. Nos définitions n'ont pas été assez claires, vous voulez plus de détails, qu'on parle d'autres mots, laissez-nous un commentaire en dessous, et on y répondra dans un prochain épisode ou un Fact Inside. Non, que dans un Fact Inside en fait. On vous répondra pas dans un prochain épisode, on s'en fiche. On vous répondra quand on répondra, et avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine.